Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour la continuité pédagogique de la physique-chimie en niveau seconde, voilà. On est du coup sur le dernier chapitre de l'année, signaux et capteurs. On va finir ce chapitre-là, et puis après, ben, je vous laisserai jusqu'à la semaine prochaine pour décider de ce qu'on fera juste après. On peut revenir faire des révisions en chimie, on peut revoir des trucs particuliers, des exos particuliers si vous en voulez, ou on peut faire un petit peu d'astronomie cosmologique qu'on avait proposé en atelier l'année dernière, mais qui n'est pas reconduit cette année. Donc du coup, ça, je peux vous le faire, vu que le cours est déjà prêt, ça ne me dérange pas. Par contre, celui-ci, si on le fait, si ce contenu est fait, ne sera pas noté, bien évidemment. Voilà. Donc, on part sur ce chapitre qui est obligatoire et qu'on doit terminer. On s'était arrêté, du coup, à cette diapo-ci. Tac. On s'était arrêté à celle juste avant, pardon. On s'était arrêté juste avant. Voilà, on s'est arrêté sur celle-là. Donc du coup, on est au grand 2, caractéristiques d'un dipôle, et grand A, convention. Il faut savoir que les caractéristiques d'un dipôle, c'est pas simplement des caractéristiques bidons comme il est fait en métal, il est carré. Non, non. Une caractéristique, c'est un terme physique qui est très important et je vais l'expliquer juste après. Ok. Donc du coup, par convention, on représente en fait la tension et l'intensité par des grandeurs, enfin on les chiffre par des grandeurs algébriques. Ça veut dire qu'une tension ou une intensité peut prendre une valeur négative comme positive. On peut avoir une intensité de courant qui est négative si par exemple le courant va dans l'autre sens que ce qu'on a numéroté, et la tension peut aussi avoir une grandeur négative. Ça, c'est tout à fait possible. Du coup, si ça dépend de la position, enfin si ça dépend de l'orientation qu'on va faire du courant ou de la tension, si jamais on la flèche dans un sens et que c'est l'autre, bah, c'est négatif, mais il va falloir qu'on détermine du coup une convention, quelque chose que tout le monde va respecter, pour dire si la grandeur est bien orientée ou si elle est dans le sens opposé. Donc du coup, l'orientation des tensions et des intensités a été fixée au début arbitrairement, mais maintenant on le suit tel quel. Et il y a deux conceptions à avoir, celle pour un générateur et celle pour un récepteur. Pour un dipôle du coup de type générateur, donc je vous rappelle que c'est celui qui fournit l'énergie au circuit, euh, la tension et l'intensité sont orientées dans le même sens. Par contre, pour un dipôle de type récepteur, celui qui a besoin d'énergie pour fonctionner, le courant et la tension sont orientés en sens opposé. Voilà, ça faut le savoir. Vous allez dire, bon bah là on sait pas trop ce qu'on va faire. Du coup ici on a un exemple. J'ai mis un circuit, on a trois résistances et un générateur. Du coup les résistances elles sont fléchées, UAB, UBC, UCD. Et on a UAD pour le générateur. Donc on voit bien que les tensions par exemple ici sont fléchées de telle manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule intensité possible, qu'il n'y ait qu'un seul sens d'intensité possible. Et le seul sens d'intensité possible, du coup, on va le voir juste après en correction. Je vous laisse un tout petit peu chercher pendant que je continue le cours. Du coup, le signe des tensions et des courants sont alors fixés. Si l'intensité I est orientée de la borne plus à la borne moins du générateur, alors elle est positive. En convention générateur, U et I ont le même signe s'ils ont la même orientation, et en convention récepteur, U et I ont le même signe s'ils ont une orientation opposée. On peut aussi dire qu'en convention récepteur, U et I ont un signe opposé s'ils ont la même orientation. Mais ça revient au même, ok. Ça, c'est des conséquences du coup directes de la loi qu'on a énoncée juste avant. Et si vous avez réussi à trouver du coup votre intensité tout à l'heure sur le schéma, j'ai la correction ici. Donc du coup, si on veut que U et I en convention générateur soient orientés dans le même sens, bah, il faut mettre du coup l'intensité ici par le biais d'une flèche là. Il faut la mettre du coup dans le même sens que la flèche de la tension du générateur. Et quand vous continuez, du coup, bah, vous allez passer du coup de A vers B, vers C, vers D avec l'intensité. Bah, du coup, vous serez bien en sens opposé avec la tension aux bornes du dipôle AB, opposé avec la tension aux bornes du dipôle BC et opposé avec la tension aux bornes du dipôle CD. Voilà, donc du coup, il n'y a qu'une seule orientation possible pour l'intensité, c'est celle-ci. Si jamais l'intensité était dans l'autre sens, bah, elle serait négative. Et si jamais les flèches des tensions UAB, UBC, UCD étaient dans l'autre sens, elles seraient elles aussi négatives du coup. Par contre, si toutes les flèches de tension avaient été inversées, bah, j'aurais mis du coup l'orientation de l'intensité dans l'autre sens afin que tout soit du coup bien cohérent. Maintenant que c'est bien compris, on passe au grand B
Caractéristique tension intensité d'un dipôle. Alors la caractéristique tension intensité d'un dipôle, c'est quelque chose qui va dépendre de chaque dipôle et qui va concerner du coup quelque chose qui lui est propre. Chaque dipôle va avoir sa tension, sa caractéristique tension-intensité et sa caractéristique intensité-tension. En fait, les deux sont quasiment pareils, mais correspondent à... Enfin, l'un correspond à l'inverse de l'autre. Donc la caractéristique d'un dipôle, c'est un terme que j'avais dit tout à l'heure qui était très précis. Ça correspond en gros à l'ensemble des couples de valeurs U, I qui sont possibles pour le dipôle. En fait, un dipôle, s'il a une tension assez bonne, par exemple de 5 volts, il n'aura pas une intensité variable, il aura une intensité qui est bien fixe, qui est bien déterminée. Et cette intensité, du coup, sera variable en fonction des dipôles, c'est normal. Donc du coup, il y a toujours des couples de valeurs, il n'y a pas en fait, pour un U, il n'y a pas plusieurs I, et pour un I, il n'y a pas plusieurs U, c'est des couples bien déterminés. Et tout ceci, en fait, on peut les représenter sur un graphique, du coup, qui fait I en fonction de U, ou U en fonction de I, c'est là où vous allez avoir du coup tension-intensité ou intensité-tension. Cependant, si on le met sur un graphique en mathématiques, ben, vous n'avez pas de début, vous n'avez pas de fin à une courbe. En fait, ça va de plus l'infini à moins l'infini quand vous avez deux variables qui ne sont pas déterminées dans un intervalle bien précis. Donc du coup, vous auriez en fait un domaine des possibles qui serait infini. Cependant, en physique, un dipôle, il va pas pouvoir fonctionner avec un voltage ou un ampérage infini. Ça, c'est impossible. Donc du coup, il y a un ampérage ou un voltage minimum pour que l'appareil commence à fonctionner, et il y a un ampérage et un voltage maximum au-delà duquel, en fait, on va détériorer l'appareil jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner. Donc du coup, ces deux limites, en fait, celle où il débute son fonctionnement et celui où il casse, bah en fait, ces deux points déterminent ensemble, au milieu, ce qu'on appelle le point de fonctionnement. En fait, c'est le domaine où l'appareil peut fonctionner, peut-être pas dans la qualité optimale, mais où il peut fonctionner sans se détériorer. La caractéristique d'un dipôle permet de connaître les conditions de fonctionnement d'un dipôle. Donc du coup, à une tension U, bah, vous avez une valeur d'intensité du courant I qui correspond, et réciproquement. Et pour la représenter, du coup, on peut réaliser deux graphiques. Soit on met U en ordonnée et I en abscisse, et on appelle ça du coup la caractéristique intensité-tension. Ok, on lit d'abord l'abscisse après l'ordonnée, donc intensité-tension, qui va représenter du coup la variation de la tension U aux bornes de votre dipôle en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse. Ou alors vous avez l'autre possibilité, c'est de mettre I en ordonnée et U en abscisse. À ce moment-là, bah, vous avez la variation de l'intensité du courant I qui traverse un dipôle en fonction de la tension U qui est à ces bornes. Et donc du coup, bah, vous faites varier I en fonction de U. Dans les deux cas, ça revient exactement au même, puisque vous avez dans les deux cas une droite qui passe par l'origine, et on appelle ça en mathématiques une fonction linéaire. Limite de fonctionnement d'un dipôle grand C, bon, il n'y a pas grand chose à dire dedans, c'est un truc qui paraît évident, mais que je vais quand même vous dire. Comme je vous ai dit juste avant, bah, en fait, le dipôle ne peut pas fonctionner au-delà d'une certaine limite d'ampérage ou de voltage. Donc du coup, il ne peut pas aller jusqu'à des intensités et des tensions infinies, sinon il risque de briser. Donc du coup, bah, vous avez à chaque fois un domaine de fonctionnement du dipôle, et du coup, ces domaines de fonctionnement, ce que je voulais vous dire en plus avec cette photo là que j'ai mis, c'est que si vous avez en fait n'importe quel dipôle électrique à votre disposition, vous avez toujours sur quelque part soit un voltage, soit une puissance, soit un ampérage maximum auquel il faut vous conformer, ne pas dépasser. Donc du coup, bah là vous avez par exemple 250 volts et 660 watts. Bon, j'aurais pu trouver aussi ça avec des ampères sur des lampes, mais si on revient au lycée, je vous ferai voir sur différents appareils électriques que ces limites en fait sont bien connues et bien comment dire, bien indiquées par le constructeur pour éviter justement de casser votre appareil. Donc ça c'est quelque chose qu'on connaît hein, et que vous pouvez du coup avoir assez facilement accès en lisant bien la notice ou n'importe quoi d'autre. Du coup, grand 3, conducteur ohmique et capteur. Donc là on va voir certains types de caractéristiques et certains types de dipôles qui servent du coup dans des appareils de technologie assez courantes en ce moment. Donc du coup c'est des choses que vous connaissez mais que vous n'avez pas forcément à l'idée. À température constante,
La tension aux bornes de certains dipôles varie linéairement en fonction de l'intensité du courant qui les traverse. Ben ça, en fait, s'appelle un conducteur ohmique. Ok. Tout à l'heure, j'avais dit que c'était une droite linéaire, enfin une droite fonction linéaire. Ça ne marche que pour les conducteurs ohmiques, hein. Vous avez d'autres dipôles, comme la diode par exemple, où ça part en exponentielle, c'est pas du tout linéaire. Donc veuillez m'excuser, je me suis un petit peu emporté. La caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique, que vous avez comme ici dans le graphique, est une droite qui passe par l'origine. Ok. Donc du coup en maths on appelle ça une fonction linéaire, c'est une fonction du coup qui est droite, ok, et en plus qui passe par l'origine. Sinon on appelle ça une fonction affine. Donc du coup on appelle ça un conducteur ohmique. Vous voyez que du coup il y a une droite qui permet de passer de U à I, et en maths une droite pour une fonction, ça veut dire qu'il y a un coefficient directeur. Ça veut dire qu'il y a un coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de l'un à l'autre, ok. Donc la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique parcouru par un courant d'intensité I peut s'écrire U égale R fois I, et du coup R, la résistance qui est exprimée en ohm, et le coefficient de proportionnalité qui correspond au coefficient directeur du graphique qu'on avait vu tout à l'heure sur la caractéristique ohmique du dipôle. La résistance d'un conducteur ohmique peut être mesurée à l'aide d'un multimètre. Par contre, on va ni aller sur le canal volt ni aller sur le canal ampère. On va ni utiliser l'ampèremètre ni le voltmètre. On va utiliser un troisième canal qui correspond à l'ohmmètre. Attention au mot ohmmètre, il y a deux M. Et du coup, c'est l'appareil de mesure qui permet de mesurer du coup une résistance d'un dipôle. Grand C, capteur résistif. Alors il y a certains dipôles, on va pas rester sur ça très très longtemps parce que c'est beaucoup plus une application de TP que j'aurais voulu vous faire faire. Mais en tous les cas, il y a certains dipôles qui présentent la particularité d'avoir une résistance qui dépend en fait d'un facteur environnemental. Par exemple, une photorésistance, une thermistance ou une jauge de contrainte sont trois exemples de capteurs en fait qui vont augmenter ou diminuer la résistance qu'ils ont dans le circuit en fonction de quelque chose qui est dans l'environnement direct. Par exemple, la photorésistance est en fonction de l'éclairage. Donc une photorésistance, bah, ça va augmenter par exemple la résistance dans le circuit qu'elle occupe. Ok. Elle va augmenter sa propre résistance si vous l'éclairez davantage. C'est des trucs qui permettent du coup de faire varier l'intensité ou la tension dans votre circuit et de dire ben, à ce moment-là de la journée, il y a tant d'éclairage dehors. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet du coup bah, de faire varier un résultat. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, dans un circuit, vous pouvez avoir votre U ou votre I en temps direct, enfin en temps réel. Et donc du coup, si l'éclairage change dehors, la résistance de la photorésistance va changer. Et donc, U égale RI, ça veut dire que si R change, et ben pour un même U, le I va changer, et pour un même I, le U va changer. Donc du coup, en fait, grâce à la variation de votre résistance, bah, vous allez pouvoir connaître, vous allez pouvoir remonter jusqu'à l'information qui est quelle est la variation d'éclairage que j'ai eu dehors. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans les applications technologiques, sachant qu'on a la même chose pour la thermistance. Donc la thermistance, c'est pour la température. Ça va être diminué, par exemple, quand la température augmente dehors. Donc ça va permettre aussi, là, de changer la résistance et de faire apparaître en temps réel une information sur la température grâce à un circuit électrique. Et une jauge de contrainte, c'est pareil, sauf que c'est avec la pression. Voilà. Donc du coup, ça peut être vachement bien comme application. Vous pouvez du coup, grâce à un circuit électrique tout simple, avec un générateur et une résistance à l'intérieur, donc si c'est une photorésistance, donc mesurer l'éclairage qu'il y a dehors, ça peut être du coup pour une ouverture automatique des portes, ça peut être pour l'allumage automatique de l'éclairage public. Hein, les lampadaires qu'il y a dehors, ils fonctionnent comme ça. Les thermistances, ça peut être pour un thermomètre, pour un thermostat d'ambiance, pour un détecteur d'incendie aussi. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pour des régulateurs de température du coup à l'intérieur d'une maison ou par exemple pour l'intérieur d'une chambre froide qui doit rester à une température bien donnée. Et jauge de contrainte en fait c'est pour tout ce qui est capteur de pression atmosphérique etc. Et ça peut permettre du coup de prévoir la météo, donc du coup il y a plein d'applications grâce à ces tout petites choses qui tiennent dans la main, qui sont pas plus grandes que ça. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse du coup jusqu'à lundi pour essayer de ce qu'on fera la semaine prochaine.
D'ici là, j'essaierai de vous faire un QCM pour essayer de voir si tout a été compris, s'il n'y a pas d'autres questions. Bien sûr, je reste disponible en commentaire et sur Atrium ou Pronote si vous avez la moindre question, le moindre demande d'exercice, etc. N'hésitez surtout pas. Pour l'instant, Atrium étant HS, je ne peux pas consulter mon bouquin électroniquement, vu que je ne l'ai pas ici avec moi, il est au lycée. Donc du coup, dès qu'il est à nouveau opérationnel, je vous donnerai 2 exercices pour appliquer tout ça. Donc du coup, restez connectés sur Pronote afin d'avoir ces exercices. Et d'ici là, on se dit à lundi. Allez, au revoir tout le monde.